Cours pour les troncs communs, principe d'inertie. Mouvement de translation. Activité 1, solution. On tire le solide sur une trajectoire rectiligne. Quelle est la nature du mouvement des points A? Le point A a un mouvement rectiligne. Quelle est la nature des mouvements des points B? Donc la même chose, elle a un mouvement rectiligne. Compare les trajectoires des deux points. Donc les deux points ont des trajectoires parallèles. Question 4. Quelle est la nature des mouvements de l'ensemble des points de l'objet? Donc, comme A et B, tous les points de l'objet ont un mouvement rectiligne uniforme. Question 5. Compare les trajectoires de l'ensemble de ces points. Donc, les trajectoires de l'ensemble des points sont parallèles. Question 6. On dit que l'objet a un mouvement de translation rectiligne. Définit ce mouvement. Donc on va faire une description de ce qu'on a dit et on tire la définition. Un objet a un mouvement de translation rectiligne si les trajectoires de l'ensemble de ces points sont parallèles. Le principe d'inertie. On va faire un ensemble d'expériences pour déduire le principe d'inertie. Donc, expérience 1, on lance un autoporteur sur un coussin d'air horizontal et on enregistre les positions de son centre C et les positions d'un de ses points A. Donc, première expérience, on le lance linéairement. Donc, l'enregistrement nous donne les traces suivantes. Deuxième expérience, on le lance d'une manière aléatoire. Le centre C et le point A dans la trajectoire représentée par les points rouges. Expérience 3, on lance l'autoporteur sur un plan incliné et on enregistre les positions de son centre C. Activité 2, détermine la nature des mouvements des centres C et des points A dans le cas 1. Donc on a dit que les points forment une ligne rectiligne pour les deux cas et la distance entre deux points est la même. Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme. Question 2. Détermine la nature des mouvements des points C et des points A dans le cas 2.
Le point C garde un mouvement rectiligne uniforme, mais le point A a un mouvement curviligne. Question 3. Que faut-il faire pour mouvoir un objet? Pour mouvoir un objet, on applique une force ou des forces. Question 4. Fait l'inventaire des forces exercées sur le mobile dans les deux cas. Représente sans échelle ses forces. Bon, rappel, l'autoporteur se déplace sans frottement. Donc, schéma. On a la réaction de la surface, R, et le point P. Question 5. Compare les intensités de ces forces, puis déduis la valeur de leur somme vectorielle. Donc revenons au schéma. Comparons l'intensité des forces. Bon, supposons que l'intensité de R est supérieure, la somme va donner un vecteur qui a pour un sens dirigé vers le haut. Donc l'objet, normalement, doit se déplacer vers le haut. C'est l'intensité des poids T supérieure à R, l'objet se déplacera vers le bas. Donc, comme l'objet ne se déplace ni vers le bas ni vers le haut, ça veut dire que les intensités des deux forces sont égales. Question 6. Quelle conclusion peut-on tirer des deux expériences? Bon, P, c'est-à-dire P plus R. Conclusion. Si la somme vectorielle des forces appliquées à un mobile est en déplacement sur un plan horizontal est nul, alors le centre de la face de contact garde un mouvement rectiligne uniforme, quelle que soit la situation. Donc on a vu que le point A a changé de mouvement lors de la deuxième expérience, mais le centre C a gardé le même mouvement rectiligne uniforme. Dans les deux cas, la somme des forces est nulle. Question 7. Quelle est la nature des mouvements des centres C dans l'expérience 3? Le centre C de l'autoporteur a un mouvement rectiligne accéléré. Donc si on revient à la trajectoire enregistrée, on verra que la distance entre deux points successifs augmente progressivement pour une même durée temporelle. Ça veut dire que le mouvement s'accélère peu à peu. Question 8. Fait l'inventaire des forces appliquées à l'autoporteur, représente-les sans échelle. Leur somme vectorielle garde-t-elle la même valeur que dans les cas 1 et 2? Donc l'inventaire des forces, on a les mêmes forces, P et R. Donc la représentation des forces
Puisqu'il n'y a pas de frottement, R est perpendiculaire à la surface, on dit qu'il est normal, et le point est vertical. Donc la somme des deux vecteurs n'est pas nulle. Question 9. Dans quelles circonstances le centre de l'autoporteur garde un mouvement rectiligne uniforme? Donc le centre de l'autoporteur ne garde le mouvement rectiligne uniforme que si la somme vectorielle des forces qui lui sont appliquées est nulle. Donc là, sur le plan incliné, le centre a eu un mouvement rectiligne accéléré. Pourquoi? Parce que la somme des deux forces n'est plus nulle. Remarque, tous les points appartenant à l'axe de symétrie de l'autoporteur ont un mouvement rectiligne uniforme dans les cas 1 et 2. Donc ce n'est pas uniquement le centre, mais tous les points appartenant à l'axe de symétrie passant par le centre ont un mouvement rectiligne uniforme. Donc, définition. Un système mécanique est isolé si il ne subit aucune action extérieure. Un système mécanique est pseudo-isolé si la somme des actions mécaniques extérieures est nulle. Donc, ce sont des termes à retenir. Donc, pseudo-isolé ou isolé, on a la somme des forces extérieures égale vecteur nul. Donc, dans le cas où il n'est pas nul, on dit qu'il est mécaniquement non isolé. Sigma des forces extérieures différent de 0. Résultat. Si un système mécaniquement isolé ou pseudo-isolé est en mouvement sur un plan horizontal, alors tous les points de son axe de symétrie auront un mouvement rectiligne uniforme. Quelles que soient les circonstances, bien sûr. Il suffit qu'il soit isolé ou pseudo-isolé. Donc l'axe de symétrie aura un mouvement rectiligne uniforme. Cas d'un mouvement quelconque sur un plan horizontal. On lance de manière différente l'autoporteur sur un plan horizontal et on utilise les mouvements de quelques points. Donc supposons qu'on peut faire cette expérience. Un seul point dans les trois expériences va garder le même mouvement rectiligne uniforme. Donc on vient de dire que tous les points de l'axe ont un mouvement rectiligne uniforme, donc l'axe de symétrie. Mais dans les trois cas, un seul point va garder le mouvement rectiligne uniforme, alors que les autres points auront d'autres mouvements. Ce point, on l'appelle le centre d'inertie de l'objet au centre de gravité. On appelle centre d'inertie d'un solide indéformable le point G appartenant au solide et qui garde un mouvement rectiligne uniforme si le solide est mécaniquement isolé ou pseudo-isolé. Le centre d'inertie est confondu avec le centre de symétrie si le solide est homogène. Le centre d'inertie peut ne pas appartenir à la matière constituant le solide, cas d'un cerceau par exemple, d'une bague par exemple.
Donc le centre d'inertie d'une bague se trouve en son centre, donc il n'appartient pas à la matière constituant la bague. Énoncé des principes d'inertie, ou ce qu'on appelle première loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie G d'un solide indéformable a un mouvement rectiligne uniforme si ce solide est mécaniquement isolé ou mécaniquement pseudo-isolé. Donc, on a sigma des forces extérieures est égal vecteur nul est équivaut au vecteur vitesse des centres d'inertie égale constante. Donc constante, ça veut dire qu'elle garde le même sens, la même direction et le même module. Donc l'inverse ou la lecture dans l'autre sens est aussi vrai. Si la vitesse ou le vecteur vitesse des centres d'inertie est constant, alors le système est mécaniquement isolé ou mécaniquement pseudo-isolé. Bien sûr, si la vitesse est nulle, alors le centre d'inertie sera immobile. Le centre d'inertie sera immobile, ça ne veut pas dire que l'objet sera immobile. Par exemple, cas de la rotation d'un disque, par exemple. Le centre ne changera pas de position, donc elle est immobile, mais le disque tourne. Remarque. Au niveau des lycées, l'étude des mouvements d'un solide se limitera à l'étude de son centre d'inertie. Donc de là vient l'importance de cette leçon. Dorénavant en mécanique, l'étude des mouvements d'un solide équivaut à étudier le mouvement de son centre d'inertie. L'étude des mouvements nécessite un référentiel. Si le principe d'inertie s'applique dans un référentiel, on dit que ce référentiel est galiléen. Application. En appliquant le principe d'inertie, explique la nécessité des ports de la ceinture de sécurité dans une voiture roulant à vitesse constante sur une route rectiligne. Donc la vitesse des conducteurs par rapport au référentiel lié à la voiture est nulle, donc sa vitesse par rapport au sol est la même que celle de la voiture. Donc le référentiel lié à la voiture est dit galiléen. Si un référentiel se déplace avec un mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel, on dit que ce référentiel est galiléen. Si la voiture freine ou diminue sa vitesse, le conducteur gardera la même vitesse. Il n'a pas de frein lui. Donc il va continuer avec la même vitesse. Donc sa vitesse sera supérieure à celle de la voiture qui s'est arrêtée ou a diminué sa vitesse. Par conséquent, elle sera projetée vers l'avant. D'où la nécessité de la ceinture qui applique une nouvelle force au conducteur, de sorte que la somme des vecteurs force s'annule. Ainsi, sa vitesse retombe à zéro par rapport au référentiel lié à la voiture. Donc la ceinture applique une troisième force qui maintient l'équilibre des conducteurs.
La relation barycentrique. Donc, on a étudié jusqu'à maintenant un objet constitué d'un seul élément. Mais c'est l'objet est constitué de plusieurs éléments. Comment déterminer son centre d'inertie? Donc, on démontre, par exemple, pour un objet ou une tige métallique sans masse à laquelle on fixe deux masses ponctuelles MA et MP, la distance entre E et AP, on montre que dans ce cas, le centre d'inertie G de l'ensemble peut être déterminé grâce à cette égalité. On aura MA plus MP fois OG. O, c'est l'origine des repères. G, c'est le centre d'inertie de l'ensemble. Donc est égal à MA fois OGA plus MP fois OGB. Donc voilà. Donc on a deux masses. Donc le centre d'inertie doit être quelque part là. Il faut le déterminer. Pas nécessairement sur la tige, mais entre les deux boules. Elle sera plus proche de la deuxième boule. Pourquoi? Parce qu'elle a une masse supérieure. Application. Détermine le centre d'inertie du système précédent. Propose une deuxième relation qui permet la détermination du centre d'inertie. Donc on donne la masse de A et B. Donc on n'a pas les boules mais des objets. Et la distance entre A et B est de 8 cm. Donc, d'après la relation barycentrique, on a MA plus MP fois OG est égal à MA fois OGA plus MP fois OGB. On n'a aucune information sur la position de O. Les vecteurs sont collinéaires. On peut donc passer aux valeurs algébriques. MA plus MP OG est égal. Donc, comme j'ai dit, on n'a pas la position 2. On n'a aucune information sur O. Donc, on va éliminer le OG. Donc, on introduit le G entre le O et le GA. Donc, on aura MA OG plus GGA et la même chose OG plus GGB. On développe. Donc on a MA OG des deux côtés de l'égalité, on les élimine. Et la même chose, on a MP OG des deux côtés de l'égalité, on les élimine. Donc on a en fin de compte MA est égal à GGA plus MP GGB est égal à 0. De plus, AB est égal à GAGB, c'est la distance entre les deux objets. Est égal à GAG plus GGB. On déduit l'expression de GA pour remplacer. Donc en remplaçant le GA, on obtient en fin de compte MA plus MP GGB est égal à MA fois AB. Et ça nous donne en fin de compte que GGB est égal à 2,67 cm.
Bon, on a déterminé la position de G par rapport à B. Elle se trouve à 2,67 cm. Bien sûr, le G est entre A et B. Donc, elle se trouve à 2,67 cm. Donc, autre matière pour déterminer le centre d'inertie au centre de gravité, on l'a là de cette manière. On a vu que la somme des masses fois GGA est égale à 0. Donc, on généralise. Sigma des MI GGI est égal vecteur nul. De toute façon, vous avez un cours en maths sur le centre d'inertie au centre de masse. Bon, passons aux exercices. Exercice 1, répond par vrai ou faux. Un solide a un seul centre d'inertie, bien sûr. Le centre d'inertie d'un solide n'appartient pas nécessairement à la matière constituant le solide. J'ai donné un exemple, la bague. Le mouvement d'un solide mécaniquement pseudo-isolé est rectiligne uniforme. Le mouvement d'un solide mécaniquement pseudo-isolé est rectiligne uniforme. Donc c'est faux, c'est le centre d'inertie qui a un mouvement rectiligne uniforme. Le centre d'inertie d'un solide mécaniquement isolé a toujours un mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est vrai, c'est le principe d'inertie. Si un solide est mécaniquement isolé, alors seul son centre d'inertie a un mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est faux, si l'objet est en translation, tous les points auront un mouvement rectiligne uniforme. Un solide est au repos, alors son centre d'inertie est aussi au repos. Si le centre d'inertie d'un solide a un mouvement rectiligne, alors elle est nécessairement uniforme. Donc c'est pas vrai. Il faut qu'il soit pseudo-isolé. Exercice 2. À l'instant t est égal à 0, un solide S mécaniquement pseudo-isolé part au mouvement de translation rectiligne sur une surface plane avec une vitesse v égale 1 mètre par seconde. Détermine sa vitesse aux instants 2 secondes, 4 secondes et 15 secondes. Donc je vous laisse lire. Donc les pseudo-isolés, ça veut dire la somme des forces. Vecteur force est égal au vecteur nul. Donc son centre d'inertie aura une vitesse constante. Et puisque on est en présence d'une translation, la vitesse de l'objet ne changera pas. Exercice 3. Deux corpuscules A et B de masse m et 3m sont séparés par une distance AP égale 200 mètres. Détermine les abscisses XA et XB dans le repère OI, OO et le centre du segment AP. Donc, puisque O est le centre du segment AP, ça veut dire que la distance est la même pour les deux points, mais l'une est dans le sens opposé au vecteur unitaire et l'autre dans le sens positif. Donc, et puisque la distance est de 200 mètres, on aura moins 100 mètres plus 100 mètres. Par application de la relation barycentrique, détermine XG, l'abscisse du centre d'inertie de l'ensemble AB.
Donc on a MA plus MP est égal OG est égal MA OG A plus MP OGP. Les vecteurs sont linéaires, donc on peut passer aux valeurs algébriques, c'est-à-dire on a enlevé le signe des vecteurs. Et on remplace. MA c'est M, MP c'est 3M, OG c'est XG moins X0, X0 est égal à 0. La même chose pour les autres. On obtient en fin de compte 1 plus 3M fois XG est égal MXP plus... Bon, j'ai remplacé le XA par moins XP. On a démontré là que XA est égal à moins XP. Donc on a remplacé. Donc on trouve en fin de compte que XG est égal à 50 mètres. Donc le G sera quelque part là. 50 mètres, donc on a 100 mètres là, donc c'est le centre des segments OB. On translate le corps B dans le sens positif d'une distance est égale à 50 cm. De combien et dans quel sens se déplacera le centre d'un essai G? Donc par une analyse similaire, on va trouver XG est égal à 1,12, donc il se déplace de 0,37 mètres. Exercice 5, la figure. Donc on représente le mouvement de deux billes. On représente l'enregistrement des mouvements de deux billes M et N. Le temps séparant deux positions successives est de 20 millisecondes. Calcule la vitesse des deux billes entre les dates T2 et T4. Donc on revient au cours sur la vitesse. Donc pour déterminer la vitesse en un point donné, par exemple M2, on fait un encadrement M1, M3 sur deux taux. On nous demande la nature des mouvements. On constate là que les distances sont égales. Donc on a un mouvement rectiligne uniforme. Donc il suffit de calculer la vitesse en un seul point et pas nécessairement en deux points. La même chose là. Les distances sont les mêmes. Donc c'est un mouvement uniforme, mais non rectiligne. Question 2. Représente les vecteurs vitesse de M et N aux dates T2 et T4. Donc pour représenter les vecteurs, on doit connaître les quatre caractéristiques des vecteurs, c'est-à-dire origine, direction, sens et module. On va représenter le vecteur V2, ou plutôt V4. Donc origine point 4, direction, on a un mouvement rectiligne, donc c'est la direction de la trajectoire. Et le sens, c'est le sens des mouvements. Pour le point N, c'est un peu différent. On n'a pas un mouvement rectiligne. Donc on commence par tracer le segment liant le point encadrant.
Et après, on trace le vecteur qui est parallèle à cette direction. Bon, la trajectoire est à peu près rectiligne entre les points N3 et N5. Mais il faut se rappeler de ça. On trace d'abord le segment qui lie le point encadrant et le vecteur de vitesse est parallèle à ce segment. Question 3. Dans une description du mouvement de N et M, qu'en conclure en ce qui concerne l'ensemble des forces appliquées aux deux billes. Donc, on applique le principe d'inertie. M, un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que Vg est égal constante, ça implique que la somme des forces extérieures est nulle. N, un mouvement curviligne avec une vitesse constante. Donc, la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse n'est pas constant. Donc, vecteur vitesse Vg non constant, ça implique que le N n'est pas mécaniquement isolé. Exercice 6. On considère le mouvement d'une boule en fer à partir du point A sur le rail ABCD. Donc la boule part de A en essayant d'atteindre le point D. Le tronçon AB est rectiligne horizontal, le tronçon BC est curviligne, le tronçon CD est rectiligne et incliné par rapport au plan horizontal. On néglige tous les frottements. L'étude des mouvements se fait dans un référentiel terrestre qui est galiléen. Détermine la nature du mouvement de la boule sur chaque tronçon. Commençons par le tronçon AB. Donc, pour déterminer la nature du mouvement, on va appliquer le principe d'inertie. En un point donné, la boule subit l'action de la réaction du rail et son poids. La somme des deux vecteurs est nulle. Ça implique que sur AB, la boule a un mouvement rectiligne uniforme d'après le principe d'inertie. Sur le tronçon BD, donc on n'a pas à étudier chaque tronçon seul. Donc pour le BD, on a la même réponse. Donc, représentons les forces. Puisqu'il n'y a pas de frottement, R est perpendiculaire à la surface. P ne change pas de direction, il est toujours vertical. La somme des deux forces, on peut tracer un parallélogramme et comme ça, on aura la somme. Donc la somme est un vecteur non nul. Par conséquent, la boule n'est pas mécaniquement isolée. Par conséquent, elle a un mouvement variable. Dans ce cas, le mouvement sera décéléré. Donc on verra ça plus tard. L'essentiel, c'est que le mouvement n'est pas uniforme.
Exercice 7. Un camion à l'arrêt porte un bloc de glace de masse M est égal 20 kg. Fait l'inventaire des forces appliquées au bloc de glace. Bon, on a à peu près la même chose que sur les exercices précédents. Donc je vous laisse lire les réponses. Est-ce que le principe d'inertie est appliqué par rapport au référentiel terrestre, par rapport au référentiel lié au camion? Que peut-on dire pour les deux référentiels? Lorsque le camion se met en mouvement, le bloc de glace glisse vers l'arrière. Interprète le phénomène observé. On néglige les frottements. Exercice 8. Un écolier assis sur un siège d'un bus scolaire. Le bus roule sur une route linéaire avec une vitesse constante, v égale 40 km/h. Cite pour un référentiel terrestre les forces appliquées à l'écolier. Quelle relation lie ces forces? Justifie. K de la vitesse, où la vitesse est de 60 km/h. Lors des freinages, le buste et le... Bon, là ce sont les réponses. Bon, il y a un mélange entre réponses, ça fait rien. On passe à l'exercice 9. Donc là, on va chercher le centre de symétrie, ou le centre d'inertie de l'ensemble constitué par les deux blocs. Donc on a à peu près la même chose que pour les exercices précédents. Donc de préférence, refaites les exercices précédents et essayez de faire celui-ci. Je vous donne la solution. Exercice 10. On lance d'une manière aléatoire une bouteille d'eau en plastique à partir d'une navette spatiale se trouvant dans une position écartée de tout astre. Fait l'inventaire des forces appliquées à la bouteille lorsqu'elle se retrouve dans une position loin de la navette. La bouteille ne subit aucune force. Bon, même si la navette est proche, l'attraction universelle est très faible, mais puisque c'est la seule force, on constatera son effet. Donc on suppose que la bouteille est très éloignée de la navette, donc il ne subit aucune force. Quel est l'état mécanique de la bouteille? Donc elle est essorée, puisqu'elle ne subit aucune force, elle est essorée. Rappel l'énoncé des principes d'inertie. Donc on le rappelle sous forme d'équation. Segment de force extérieure nul implique Vg égale constant, où
vecteur VG égale vecteur constant implique que sigma des forces est nul. Détermine la nature du mouvement des centres d'inertie de la bouteille. Donc, puisque la bouteille est mécaniquement isolée, son centre d'inertie va avoir un mouvement rectiligne uniforme. Puisque le VG constant implique que le module ne change pas, la direction ne change pas et le sens ne change pas. Donc le mouvement de G sera rectiligne uniforme. Si la vitesse du centre d'inertie de la bouteille, si la vitesse du centre d'inertie de la bouteille en un instant t est égal 0 est égal 5 mètres par seconde, quelle sera la valeur de cette vitesse après 2 heures? Donc elle ne changera pas. On a un mouvement rectiligne uniforme, vitesse constante, elle ne change pas. Exercice 11, on considère un objet en chute libre. Fait l'inventaire des forces appliquées à l'objet. Donc chute libre, ça veut dire que l'objet ne subit que l'action de son poids. Question de rappel l'énoncé des principes d'inertie. On vient de le voir. L'objet pourrait-il avoir un mouvement rectiligne uniforme? Justifie ta réponse. Donc on a sigma des forces extérieures est égal P, donc elle n'est pas nulle. Donc le VG ne peut jamais être constant. Donc l'objet ne peut pas avoir un mouvement rectiligne uniforme. Elle a un mouvement rectiligne, mais elle n'est pas uniforme. Exercice 11, on considère un objet en chute libre, donc on vient de le voir. Exercice 12, on considère un solide qui glisse sans frottement sur un plan incliné. Fait l'inventaire des forces appliquées à l'objet. Donc il subit l'action de la surface et son poids. Rappel l'énoncé de principe, donc on vient de le voir. Représente sans échelle les forces appliquées au solide. Donc on a le poids qui est vertical et la réaction de la surface est normale puisqu'il n'y a pas de frottement. L'objet pourrait-il avoir un mouvement rectiligne uniforme? Justifie ta réponse. Donc on revient à l'objet. Donc pour qu'il ait un mouvement rectiligne uniforme, il faut que la somme des vecteurs force soit nulle. Donc on fait la somme. Donc la somme est là. Elle n'est pas nulle. Par conséquent, l'objet ne peut pas avoir un mouvement rectiligne uniforme. Bon, fin de cours et des exercices.